Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la preview du Grand Prix de Monaco 2025. Le Grand Prix Monaco est toujours un événement en Formule 1. Je vais bien sûr vous en parler aujourd'hui, je vais vous donner comme toujours un petit mot concernant chacune des écuries, ce qu'ils peuvent espérer à Monaco. Et ensuite, eh bien, je vous donnerai tout simplement mon pronostic et je vous invite comme toujours à me donner les vôtres dans les commentaires. Je rappelle que je passerai les pronostiqueurs gagnants, donc ceux qui m'auront mis le pronostic dans l'ordre, enfin du moins le podium dans l'ordre. D'ailleurs, la semaine dernière à Imola, il n'y a eu que 2 personnes sur plus de 250 commentaires. 2 personnes ont trouvé le bon pronostic, Verstappen, Norris, Piastri, donc bien joué à vous. Donc voilà, n'hésitez pas, mettez votre pronostic dans les commentaires. Sur ce, on ne perd pas plus de temps, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce Grand Prix de Monaco. Alors, concernant ce tracé de Monaco, bon, je pense que vous le connaissez déjà, ça c'est sûr et certain, il est en Formule 1 depuis 1950, même bien avant, hein. La première édition c'était en 1929, juste pour vous dire à quel point ce tracé date. Et même quand tu parles avec des personnes qui ne connaissent pas forcément la F1, bien, généralement, ils te citent le Grand Prix de Monaco tellement il est connu. Mais là, on va parler bien sûr un petit peu plus technique. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Je vais essayer de tout vous expliquer et forcément de ne pas répéter ce que vous savez déjà. Alors, déjà, la première chose qui change par rapport aux années précédentes, puisque oui, ce Grand Prix n'a pas toujours fait l'unanimité. Il y a des gens qui l'aiment bien, il y a des gens qui ne l'aiment pas, puisqu'on a très peu de dépassements. Et la FIA a décidé d'introduire une règle supplémentaire pour cette édition 2025. Il y aura désormais 2 arrêts au stand obligatoires, puisque oui, là où auparavant on avait un seul arrêt juste pour changer de type de gomme, ce qui était l'obligation, et bien là on a 2 arrêts cette saison. Donc ça peut forcément changer les stratégies, ça peut forcément changer le scénario du Grand Prix. On verra ce qui se passera à ce moment-là. Je ne peux pas vous prédire ce qui va se passer. Peut-être que ça ne va strictement rien changer ou peut-être que ça aura un impact assez significatif sur la course, mais du moins c'est le premier changement que je peux vous donner. Au niveau pneumatique, on utilisera comme la semaine dernière à Imola les C4, les C5 et le C6. Donc un pneu qu'on a déjà pu tester à Imola. Je pense que les écuries ont pris pas mal de données sur ce pneu. Un pneu également qu'on ne peut pas forcément utiliser en course, je le rappelle. C'est généralement pour les tours de qualif qu'on l'utilise, puisque après un tour, il se dégrade déjà énormément. D'ailleurs, au niveau de la dégradation, ça ne sera pas le plus gros problème à Monaco, mais il faudra juste avoir la meilleure gestion thermique. Ça sera super important d'avoir le bon équilibre entre l'avant et l'arrière. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard, quand je parlerai de McLaren notamment. En termes techniques, il faudra bien sûr un bon appui, même un très bon appui. Monaco est l'un des circuits où il faut la plus grosse charge. C'est important également d'avoir la meilleure traction pour avoir la meilleure adhérence, la meilleure sortie en virage. Je vous résume très rapidement les secteurs. Le premier secteur, il est plutôt technique, il est en montée. Généralement, le frein moteur sera énormément utilisé. Dans le deuxième secteur, également un secteur extrêmement technique, on y retrouve beaucoup de virages lents, notamment l'épingle. Et dans le troisième secteur, il est rapide, donc attention à l'erreur. C'est généralement là où on peut retrouver certaines zones de dépassement. Je pense à la chicane du port, mais je pense à l'avant-dernier virage, la rascasse, où on peut dépasser. Et également dans le premier secteur, il y a une autre zone de dépassement, mais là c'est encore un petit peu plus rare, mais même beaucoup plus rare. C'est généralement en sortie des stands qu'on peut voir certains dépassements. C'est bien sûr dans le premier virage à Sainte-Dévote. Donc voilà, concernant ce tracé de Monaco, je vous montre les horaires du week-end et une petite précision concernant les températures. Eh bien, on n'attend pas de pluie, même s'il y a quand même un certain risque pour la journée du samedi. Donc attention, encore une fois, puisque oui, l'aspect le plus important lors de ce week-end, c'est bien sûr la qualification. Et il ne faudra surtout pas se louper. Donc les amis, on est parti maintenant pour faire un petit tour des écuries. Commençons par le leader du championnat constructeur, McLaren. McLaren, comme d'habitude, je les attends très fort. Ils ont 2 qualités qui correspondent parfaitement à ce Grand Prix de Monaco. Déjà, la première qualité, c'est bien sûr l'appui exceptionnel que cette voiture est capable de te délivrer sur la piste. Et la deuxième chose, c'est également l'adaptation que peut avoir cette MCL 39 par rapport à n'importe quel type de tracé, et notamment les tracés les plus compliqués à appréhender. Et autre chose à prendre en compte, c'est bien sûr la gestion thermique. Et à ce niveau-là, McLaren est au-dessus du lot, encore une fois. Bon, là, on a vu que Red Bull s'en sortait plutôt bien à Imola. Il va falloir confirmer tout ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en termes de gestion thermique, en termes de température, McLaren est largement au-dessus. Et tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, ça sera super important d'avoir le bon équilibre entre l'avant et l'arrière, ce que McLaren arrive très bien à faire. Alors, cette gestion peut venir de certains éléments, bien entendu, comme par exemple
les freins. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente où on a analysé les freins de la McLaren avec plusieurs théories. On a parlé de matériaux à changement de phase. Ça serait pour cela que la McLaren gère aussi bien la température pneumatique. Mais en tout cas, ça sera un véritable point fort pour l'écurie. Et dernière chose à prendre en compte concernant McLaren, c'est au niveau des évolutions. Alors là où certaines écuries commencent à rapporter certaines évolutions pour améliorer leur performance, eh bien là, la situation de McLaren est un petit peu plus compliquée puisque on le sait très bien, et ça on a pu le constater l'année dernière, McLaren n'a vraiment pas envie de se tromper sur les évolutions. L'année dernière, il ne s'était pas du tout trompé, ça avait rapporté énormément de performances, mais là, on est en 2025 dans une saison de transition vers 2026 et en plus les ingénieurs travaillent également sur l'année 2026. Même si d'après certaines sources, ces évolutions sont déjà prêtes et elles peuvent d'ores et déjà arriver sur la McLaren MCL 39, McLaren n'a vraiment pas envie de prendre de risques, donc là, elles sont en cours d'évaluation, comme on dit. McLaren préfère retarder les évolutions pour ne pas se tromper. Donc voilà, concernant l'écurie britannique, même s'ils n'ont pas gagné la semaine dernière, je les considère encore une fois comme les grands favoris. On continue avec le deuxième au classement constructeur. Je parle bien sûr de Mercedes, et Mercedes sort d'un week-end à Imola. Bon, on va pas se mentir, c'était le pire week-end de Mercedes depuis ce début de saison, mais il fallait que ça arrive, Alors, Mercedes à Imola, et c'est là où on se pose beaucoup de questions, Mercedes a pu rapporter beaucoup d'évolutions. Des évolutions qui sont venues sur le capot moteur pour améliorer le refroidissement et également un nouvel aileron avant. Un aileron avant qui devrait être utilisé pour le Grand Prix d'Espagne puisque je le rappelle, il y a la TD18 qui arrive. Donc la TD18 te demandera beaucoup plus de rigidité sur ton aileron avant. La TD18 va largement réduire la flexibilité des ailerons avant et Mercedes se devait de changer l'aileron avant puisque Mercedes était tout comme McLaren extrêmement visé par cette TD18 et maintenant cela a été fait, cela a été changé et à Imola comme par hasard après ce changement on a pu voir l'une des pires performances de Mercedes. Alors je ne pense pas que c'était dû forcément à cet aileron avant. Pour moi la mauvaise performance de Mercedes à Imola était plus due déjà de 1 à la configuration qui était mal adaptée au circuit et également aux températures. Voilà, c'est surtout les températures, ça c'est une faiblesse qui suit Mercedes depuis déjà pas mal de temps et c'est surtout une faiblesse qu'il va falloir essayer de corriger au maximum. Et d'ailleurs, si on parle de correction, le package d'Imola n'était qu'une première partie puisqu'une deuxième partie devrait arriver en Espagne, un package qui sera totalement centré sur l'aérodynamique de la monoplace, le refroidissement. Donc on verra ce qui se passera pour Mercedes. En tout cas, il va falloir relever la tête à Monaco. Après, voilà, le point fort de Mercedes, enfin du moins l'un des points forts de la Mercedes, mis à part bien sûr sa capacité à plutôt bien s'en sortir en termes de traction, etc. Le plus gros point fort de Mercedes se situe en qualification. Et là, à Monaco, il y aura peut-être quelque chose à faire lors de la journée du samedi, même si lors du dimanche, ça se passe un petit peu moins bien pour les flèches d'argent. Je pense que le samedi peut faire une petite différence. Et on continue avec Red Bull et surtout avec Max Verstappen. Alors, Red Bull sort d'un très bon week-end à Imola. Un week-end où on a pu voir beaucoup d'évolutions arriver avec des pontons qui ont été repensés, des entrées de pontons également qui ont été changées. Les suspensions arrière, tout comme les pontons, ont été optimisés pour générer plus de charge. On peut également citer la révision des canaux autour des jantes pour améliorer l'appui. Donc oui, beaucoup d'évolutions sont arrivées. Alors, ces évolutions ont l'air de fonctionner, ce qui expliquerait peut-être la victoire de Max Verstappen la semaine dernière à Imola. Mais j'attends, encore une fois, j'attends la confirmation que ces évolutions fonctionnent. On connaît Max Verstappen et on connaît tout ce qu'il peut nous donner sur une piste. Même s'il n'a pas la meilleure voiture, il peut sortir une très grosse performance. Donc moi, j'attends la confirmation. Donc je vais attendre bien sûr les prochains Grands Prix pour me faire une réelle idée des évolutions de Red Bull. Mais bien sûr que pour le moment, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je vous parlais de Max Verstappen la semaine dernière et que je vous disais qu'il était probablement le plus gros problème de McLaren lors de ce début de saison. Beaucoup ont été d'accord avec moi. Et c'est tout à fait normal puisque ce garçon peut te sortir une performance venue de nulle part et surtout en qualification. Et en plus avec un Max Verstappen qui vient de te sortir une superbe performance à Imola, un Max Verstappen en totale confiance et une Red Bull également qui a été optimisée avec des évolutions qui sont venues favoriser la charge et le refroidissement. Attention à Red Bull ce week-end. Et on continue avec Ferrari et là j'ai une question pour vous et elle concerne bien sûr le seul pilote monégasque sur cette grille. Et on l'a vu l'année dernière. Charles Leclerc peut-il refaire le coup à Monaco? Peut-il remporter la victoire à Monaco? Alors là, quand je vous donne cette question, moi-même, j'ai des pensées positives, des pensées négatives sur la future performance de Charles Leclerc ce week-end. Déjà, dans le positif, je me dis que Charles est un pilote qui est extrêmement talentueux, bien évidemment, dans sa manière de pouvoir pousser la voiture à la limite. C'est d'ailleurs la plus grande comparaison qu'on peut faire pour le moment entre lui et son coéquipier. Je dis bien pour le moment, puisque Lewis Hamilton encore une fois du mal à s'adapter à cet SF25, mais c'est vrai que dû à son expérience dans l'écurie, Charles Leclerc arrive bien plus à pousser cet SF25 à la limite, et ça on peut le voir sur les datas.
là où Lewis Hamilton freine par moment, Charles Leclerc, lui, ne freine pas. Il y va toujours au maximum et c'est sa plus grosse qualité cette saison. Donc ça, c'est sur l'aspect positif. Je vois totalement un Charles Leclerc surmotivé à Monaco. Et sur l'aspect négatif, et c'est là où on rentre dans la partie réaliste, on va dire, eh bien, c'est sûr que la SF25 peut poser problème à Charles Leclerc pour réaliser la meilleure performance possible à Monaco. On l'a vu à Imola. La Ferrari à Imola n'arrivait pas à pousser jusqu'à la limite. Ça, c'est un problème, encore une fois, de fenêtre de configuration. C'est un problème, encore une fois, qui est dû à l'arrière de la monoplace, à la hauteur de caisse, cette voiture qui est beaucoup trop haute pour économiser le fond plat. Et on en revient toujours au même problème, ce problème d'équilibre entre l'aérodynamique de la monoplace et la mécanique de la monoplace. Donc maintenant, si vous me demandez, bien sûr que j'aimerais totalement voir au moins un podium de Charles Leclerc à la maison, ça serait super à voir, mais il faut rester réaliste. Tant que Ferrari n'aura pas rapporté d'évolution, eh bien c'est compliqué, encore une fois pour les pilotes, d'aller te chercher les meilleures performances possibles. Et en parlant d'évolution, la semaine dernière lors du débrief, je vous avais clairement dit que Ferrari était en train de travailler sur une nouvelle suspension arrière. Une suspension arrière dont la mécanique sera pas forcément nouvelle, mais c'est surtout au niveau des composants qui vont être modifiés. Et cette nouvelle suspension arrière devrait permettre à la SF25 de enfin pouvoir délivrer tout son potentiel et de surtout enfin pouvoir aller au-delà de la limite. Et pour finir, concernant cette suspension, elle devrait arriver d'ici Silverstone. En tout cas, pour ce Grand Prix de Monaco, ça, on en est sûr et certain, Ferrari va ramener l'aileron arrière de la saison dernière. Cet aileron arrière avait plutôt bien fonctionné, il rapporte une très grosse charge aérodynamique. Ça avait permis à Charles Leclerc de remporter le Grand Prix la saison dernière. On ne sait pas encore, bien sûr, quel sera l'impact de cet aileron arrière sur la SF25. Bon, en tout cas, sur la SF24, il avait l'air de plutôt bien fonctionner. Donc Ferrari utilisera cet aileron arrière ce week-end. Et mis à part cela, si on parle un peu des qualités de la SF25, elle a bien sûr la bonne traction. D'ailleurs, je pense que c'est un petit peu trop sous-estimé sur cette SF25. L'adhérence qu'elle est capable de te donner en sortie. La dégradation ne sera pas non plus un énorme problème comme sur d'autres tracés, et également vis-à-vis de l'équilibre entre l'aérodynamique et la mécanique. Pour trouver la bonne fenêtre de fonctionnement, ça ne sera pas aussi compliqué. Généralement, à Monaco, c'est beaucoup plus simple de trouver la bonne configuration et ça devrait largement aider la Scuderia ce week-end. Donc voilà, concernant les points forts de la Ferrari, les points faibles, vous les connaissez déjà, mais bien sûr que je ne peux pas esquiver le plus gros point faible de la Scuderia Ferrari, et ça s'est même vu la semaine dernière à Imola. C'est bien sûr l'exercice de la qualification. C'est vrai que cette voiture fonctionne très très mal en qualification, elle est bien meilleure en rythme de course. Malheureusement, à Monaco, eh bien, la qualification, c'est juste 90% de ta course en réalité. Si tu pars de la 5e ou 6e place, tu es pratiquement certain de ne pas arriver sur le podium. Donc on verra ce qui se passera pour la Scuderia ce week-end. Après, bien entendu, je ne m'attends pas à un week-end très très facile. Mais bon, tout peut se passer encore une fois. Donc on en a terminé pour les 4 écuries de tête. Au niveau des autres équipes telles que Williams, Alpine, Aston Martin. Alors tout d'abord Williams, je m'attends toujours à une bonne performance des deux pilotes. Ils le prouvent depuis ce début de saison, ils sont vraiment dans le coup cette année. Même s'ils n'ont pas rapporté d'évolution la semaine dernière, pourquoi pas une bonne performance à Monaco. Pour Aston Martin est, je pense, l'écurie qui a rapporté le plus d'évolution la semaine dernière, avec énormément d'évolutions sur le plancher, des évolutions sur le capot moteur, tout ça pour améliorer le flux d'air autour de la monoplace, en dessous de la monoplace, et bien sûr améliorer le refroidissement. Ça avait l'air de plutôt bien fonctionner lors de la qualification à Imola. Malheureusement en course, ils avaient été malchanceux. À voir s'ils vont refaire le coup à Monaco. Et pour Alpine, eh bien Alpine avait rapporté certaines évolutions, une sur le capot moteur et un nouvel aileron avant. Après, pour être totalement honnête avec vous, je m'attends à tout et à rien en même temps pour Alpine. Je sais très bien que Pierre Gasly peut emmener cette monoplace dans le top 10, surtout en qualification. Donc pourquoi pas refaire le coup à Monaco et donc par la même occasion aller chercher de très très gros points pour l'écurie française. Ça ne me surprendrait pas du tout. Donc on est parti les amis pour mon pronostic et n'oubliez pas surtout de me laisser le vôtre dans les commentaires. Ça va être extrêmement rapide. Rapide pourquoi? Puisque c'est un peu de la loterie. En fait, c'est le pilote qui va s'en sortir le mieux en qualification qui va logiquement remporter ce Grand Prix ou se retrouver sur le podium. Je vois des pilotes tels que Oscar Piastri, tels que Max Verstappen, tels que George Russell au mieux s'en sortir dans cet exercice de qualification. Maintenant, si je devais vous faire un pronostic par rapport à tout ce que je vous ai dit et tout ce qu'on a pu voir depuis ce début de saison, bien sûr qu'il y a des pilotes qui ressortent comme Oscar Piastri. Et c'est d'ailleurs le vainqueur pour moi de ce Grand Prix. Pour moi, Oscar Piastri a toutes les qualités et surtout, il est dans la meilleure dynamique de sa carrière en ce moment pour aller gagner ce Grand Prix. Je me rappelle très très bien que lors du Grand Prix de Monaco la saison dernière, certes Charles Leclerc prend la pole, mais le deuxième c'était Oscar Piastri. Là on est quand même sur des monoplaces qui sont totalement différentes. La McLaren a plutôt bien évolué, donc je vois Oscar Piastri encore mieux s'en sortir lors de cette édition 2025. Donc c'est pour cela que je vais le mettre en première position. Après je vous avoue que j'ai longuement hésité avec l'énorme performance de Max Verstappen la semaine dernière.
ça a été très très compliqué, vraiment, de choisir le vainqueur de ce Grand Prix, puisque Max Verstappen me semble être également un concurrent direct à Oscar Piastri ce week-end. Donc c'est pour cela que je vais le mettre en deuxième position. Troisième position, je vais également rester sur de la logique et je vais mettre Lando Norris. Pour mon podium de ce week-end, je vais rester sur de la totale logique. Pour moi, la victoire se joue clairement entre ces trois pilotes. Oscar Piastri, Verstappen et Lando Norris. Après voilà, j'espère tout de même me tromper puisque c'est un podium qu'on revoit plusieurs fois cette saison. J'espère voir une petite surprise. Même s'il n'a pas la meilleure voiture, un podium de Charles Leclerc me semble possible d'une certaine manière. On sait que c'est un pilote qui aime bien aller jusqu'à la limite, peut-être même parfois un petit peu trop, mais en tout cas ça me ferait super plaisir de revoir Charles Leclerc sur le podium à domicile, surtout lors de cette saison 2025 avec une voiture qui est plutôt en difficulté. Faut pas non plus oublier Mercedes, c'est pas parce qu'ils ressortent d'un week-end plutôt délicat à Imola qu'il faut les sous-estimer pour autant, hein. George Russell, il est, on va dire, habitué au podium depuis ce début de saison. En tout cas, n'oubliez pas, les amis, de me laisser votre pronostic dans les commentaires. Je vous ai donné mon pronostic le plus logique possible. Donnez-moi le vôtre. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette preview. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner. Ça prend que 5 petites secondes et c'est totalement gratuit. Et ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, je vous en remercie d'avance. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez une bonne fin de semaine, et je vous dis à très vite pour le débrief de ce Grand Prix de Monaco. Salut tout le monde!